Je me souviens de l'odeur du café, chaque matin. Pas n'importe quel café, non. Celui que Chloé préparait, un mélange corsé, presque amer, comme un présage que je n'ai pas su décoder à l'époque. C'est fou, n'est-ce pas, comme nos sens peuvent retenir des détails si anodins pour en faire des balises lumineuses, a posteriori, sur la carte de nos vies déchirées. J'avais 32 ans, l'âge où l'on commence à croire que les dés sont jetés, que la route est tracée, et que les grands chocs ne sont plus que des histoires à raconter au coin du feu. Je vivais dans une petite ville de la périphérie lyonnaise, un pavillon mitoyen avec un jardinet à l'arrière, suffisamment grand pour un barbecue et quelques tomates cerises. Rien d'extraordinaire, tu vois. Une vie simple, balisée par la routine. Je suis fils d'ouvrier, issu d'une famille où l'on t'apprend la valeur du travail acharné et la modestie, où l'on t'inculque que la stabilité est une vertu et que le bonheur, le vrai, se niche dans les petites victoires du quotidien, celles qu'on construit patiemment, brique après brique. Mon père, après 40 ans à l'usine, rêvait de voir sa retraite tranquille. Ma mère, elle, tissait des liens invisibles de solidarité dans le quartier, toujours un plat à partager, toujours un mot réconfortant. C'était mon socle, mon repère. Une vie tranquille, pas clinquante, mais imprégnée d'une chaleur humaine qui, je le croyais, me suffirait toujours. Mon travail, développeur dans une entreprise de logiciels de taille moyenne, n'avait rien de flashy. Pas de costume 3 pièces, pas de meeting à Dubaï. Juste des lignes de code qui s'alignaient sur des écrans, des bugs à traquer, des projets à livrer dans les délais. Un salaire correct, qui nous permettait, à Chloé et à moi, de boucler les fins de mois sans angoisse, de prévoir nos petites vacances au bord de la mer chaque été, de rêver à une cuisine refaite et, pourquoi pas, à des enfants. Je ne cherchais pas la gloire, la fortune, ou les honneurs. Ce qui m'importait, c'était la satisfaction du travail bien fait, le sentiment d'être utile, et la perspective de rentrer le soir dans un foyer chaleureux. On était, monsieur et madame tout le monde, comme des millions d'autres en France, à essayer de construire notre petit nid, à équilibrer les dépenses et les plaisirs, à nourrir des espoirs simples. Est-ce que ce n'est pas le rêve secret de beaucoup d'entre nous, finalement, cette paix tranquille, cette petite bulle de bonheur à deux, loin du fracas du monde? J'en étais convaincu. Je me sentais ancré, en sécurité, les deux pieds sur terre, et j'étais fier de ce que nous avions bâti. Nous nous étions rencontrés sur les bancs de la fac, une histoire classique, tu sais. Des rires dans les amphis, des soirées étudiantes à refaire le monde avec des bières tièdes. On avait grandi ensemble, traversé les turbulences de la vingtaine, et je la voyais comme mon évidence, ma moitié, la femme avec qui je construirais le reste de ma vie. Elle était consultante en marketing pour une boîte en plein essor, un poste qui sonnait un peu plus clinquant que le mien, je l'avoue. Elle avait cette étincelle dans les yeux, cette énergie contagieuse qui te pousse à te dépasser. Elle était ambitieuse, oui, mais d'une ambition que je croyais partagée, une ambition pour astérisque nous astérisque, pour astérisque notre astérisque futur. Elle parlait de monter les échelons, de projets excitants, et je l'encourageais, admiratif de sa vivacité d'esprit. Je me voyais comme le rocher, le socle stable sur lequel elle pouvait s'appuyer pour s'élever. Je pensais que nos forces étaient complémentaires, que sa fougue et ma sérénité formaient un équilibre parfait. Elle était la flamme, j'étais le foyer. Nos matins commençaient souvent dans le silence feutré de notre cuisine, brisé seulement par le sifflement de la bouilloire et le froissement des pages du journal. Je lisais les faits divers, elle consultait ses mails professionnels sur sa tablette. On échangeait quelques mots sur la météo, sur le programme de la journée. Un baiser rapide avant qu'elle ne parte, toujours la première, pour ses rendez-vous en ville. Je traînais un peu, savourant la solitude relative du foyer avant de prendre ma voiture pour un trajet de 20 minutes. Le soir, c'était notre rituel, dîner simple, discussion sur nos journées respectives, un film ou un documentaire, puis la lecture avant de dormir. Des habitudes, oui. D'aucuns diraient la routine, l'ennui. Mais pour moi, c'était la texture même du bonheur, une étoffe douce et rassurante, tissée de fils invisibles de confiance et d'amour. Connais-tu ce sentiment où la vie s'écoule, paisible, et où chaque jour ressemble à un prolongement du précédent, te donnant l'illusion que cela ne finira jamais? C'était ça, ma vie. Une symphonie discrète dont chaque note jouait l'harmonie. Et puis, il y a eu cette bague. Un solitaire, simple, élégant. Je l'avais choisi avec soin, et économisé pendant des mois pour ce symbole. Pas une fortune, mais une somme conséquente pour moi, un sacrifice joyeux. Je me souviens de la façon dont le velours de l'écrin frottait mes doigts,
de la légère moiteur de mes paumes quand je l'ai posé sur la table du restaurant, un soir de nos 5 ans ensemble. C'était un petit bistrot italien, notre préféré, avec des bougies vacillantes et le doux murmure des conversations autour de nous. Ses yeux se sont remplis de larmes, ses lèvres ont tremblé. J'ai posé la question, elle a dit oui. Un oui sonore, éclatant, qui a résonné dans la petite bulle de notre amour, faisant de nous le centre du monde, l'espace d'un instant. C'était le printemps, les arbres se couvraient de jeunes feuilles, et le monde entier semblait vibrer à l'unisson de notre joie. Nos familles étaient aux anges. Nos amis nous félicitaient, nous promettaient les plus belles noces. La date était fixée dans un an, le temps de tout organiser, de faire les choses bien, comme on l'avait toujours rêvé. La vie prenait un tournant magnifique, le sentier s'élargissait pour devenir une vaste autoroute vers un avenir que nous écririons ensemble, main dans la main, cœur contre cœur. Je me sentais l'homme le plus chanceux de la terre, porté par une euphorie douce et persistante, celle que seuls les grands engagements procurent. C'est étrange, avec le recul, comment les fissures les plus profondes peuvent commencer par des micro-fissures, des signes imperceptibles, comme le verre d'une fenêtre qui, avant de se briser en mille éclats, commence par émettre un son presque inaudible, un frémissement à peine perceptible. La première fois, ce fut un commentaire de sa part. On dînait chez Marc, mon meilleur ami, et sa femme, Sarah. Une soirée comme tant d'autres, à refaire le monde, à se vanner amicalement. Marc me charriait sur mon goût pour la routine, sur ma tendance à être « Monsieur Confort », à préférer mes soirées lecture aux after-work branchés. Et Chloé, au lieu de prendre ma défense, a ri, un rire un peu plus fort que d'habitude, et a ajouté, en me tapotant le bras d'un geste que je voulais croire affectueux, « Oui, Julien est un pacha. Mais parfois, il faudrait le secouer un peu, non ?» Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que c'était de l'humour, de la taquinerie, une manière de s'intégrer à la conversation légère. Mais cette phrase, comme un caillou dans ma chaussure, a commencé à me gratter, insidieusement, à faire naître un petit malaise, une question sans réponse. Ensuite, il y eut les regards. Des regards plus longs, plus appuyés, qu'elle posait sur des collègues masculins, des clients, des inconnus croisés dans des événements professionnels où elle m'emmenait parfois. Je ne suis pas jaloux de nature, ou du moins, je ne l'étais pas. Je me disais que c'était naturel, qu'elle était sociable, qu'elle avait du succès, et que sa lumière attirait les papillons. Elle était belle, charismatique, et j'étais fier de la voir briller. Mais la fréquence de ses regards a commencé à me tarauder. Ce n'était pas juste un coup d'œil fugace d'admiration, c'était une attention prolongée, une manière de poser son œil sur l'autre comme on évalue un tableau, une opportunité, une porte qui pourrait s'ouvrir. Et quand je tentais de la sonder, de lui demander si quelque chose n'allait pas, si ces nouveaux contacts professionnels la perturbaient ou l'intriguaient, elle balayait mes inquiétudes d'un revers de main, m'accusant de voir des problèmes là où il n'y en avait pas, de dramatiser, d'être trop sensible. N'as-tu jamais eu cette impression d'être le seul à sentir la tension électrique dans l'air, tandis que tout le monde autour de toi semble indifférent à l'orage qui se prépare, niant l'évidence? C'était comme si un voile subtil s'installait entre nous, un filtre invisible qui déformait ma perception, ou la sienne. Les questions sur mon ambition, elles, ont commencé à se faire plus précises, plus incisives. Ce n'étaient plus des blagues sur mon confort, mais des interrogations directes, presque des reproches voilés. Tu ne penses pas qu'il serait temps de viser plus haut, Julien, ton poste, c'est bien, mais tu te vois faire ça toute ta vie, sans aucune perspective d'évolution, de prise de risque. Regarde Stéphane, il a monté sa boîte en un an, il a le sens du risque, ça c'est de l'ambition. Stéphane était un ancien camarade de promo d'école de commerce de Chloé, qui avait fait fortune rapidement dans le conseil, roulant dans une voiture de sport et enchaînant les voyages d'affaires. Son nom revenait de plus en plus souvent dans nos conversations, comme un étalon de mesure auquel j'étais invariablement comparé, et invariablement jugé insuffisant. Je lui expliquais que j'aimais mon travail, que j'étais épanoui, que la stabilité était précieuse. Que mes ambitions étaient ailleurs, construire une famille, avoir des projets à deux, voyager modestement, peut-être, mais surtout, bâtir un bonheur solide et durable. Mais mes arguments semblaient rebondir sur un mur invisible, ne trouvant aucun écho. Elle cherchait quelque chose que je ne lui donnais pas, ou que je ne pouvais pas lui donner, du moins pas de la manière dont elle l'attendait. Elle semblait regarder au-delà de moi, vers un horizon que je ne distinguais pas, ou que je n'avais jamais désiré atteindre. C'était comme si elle avait changé les règles du jeu en plein milieu de la partie, sans me prévenir. Le terrain sur lequel nous avions bâti notre amour, fait de valeurs partagées et d'une vision commune du bonheur,
semblait se transformer sous mes pieds. La sécurité que j'offrais, la douceur de notre foyer, la fidélité, la simplicité, tout cela, qui était autrefois ma force, devenait soudainement une faiblesse à ses yeux. La pression sociale, l'injonction à la réussite éclatante, aux carrières fulgurantes, aux signes extérieurs de richesse, je sentais que tout cela l'atteignait, la transformait, la tirait vers un monde qui n'était pas le nôtre. Elle lisait des magazines de luxe, elle suivait des influenceurs qui affichaient des vies extraordinaires, des objets inaccessibles, des expériences hors de prix. Elle avait des conversations avec ses amis où l'argent et le statut social semblaient être les uniques critères de la réussite, la seule jauge de la valeur d'un homme et d'une vie. Est-ce que tu connais ce sentiment où l'être que tu aimes, celui qui était ton refuge, commence à se dérober, à glisser entre tes doigts, non pas par sa faute directe, mais sous l'influence sournoise et implacable du monde extérieur, des attentes qu'il impose et des miroirs aux alouettes qu'il brandit? C'était une lente érosion, un grain de sable après l'autre, qui finissait par créer une montagne entre nous. Le verre de notre bonheur, si parfait, si cristallin au moment de nos fiançailles, présentait désormais une petite fissure, fine comme un cheveu, presque invisible à l'œil nu pour celui qui ne la cherchait pas. Mais une fois que tu l'as repérée, tu ne vois plus qu'elle. Elle irradiait depuis le centre, s'étendait lentement, silencieusement, menaçant de rompre l'équilibre de tout ce que j'avais construit, de tout ce que nous avions construit. Je me souviens d'une soirée où nous étions allongés sur le canapé, sa tête posée sur ma poitrine. Je lui caressais les cheveux, un geste instinctif, apaisant, plein de l'amour tranquille que j'éprouvais. Et elle, au lieu de se blottir, s'est redressée, a soupiré doucement, un soupir qui sonnait plus comme un poids que comme un relâchement. Elle a dit, sans me regarder, son regard perdu dans le vide devant nous, « J'ai l'impression que quelque chose manque, Julien. Je ne sais pas quoi, mais il manque quelque chose. » Ce sont ces mots qui m'ont glacé le sang, bien plus que toutes ces interrogations sur mon ambition. Parce qu'ils venaient du fond, du plus profond de notre lien. C'était le signe avant-coureur, l'annonce silencieuse que le ciel, si bleu jusqu'alors, allait bientôt se couvrir d'orage. Je ne savais pas encore que ce n'était pas seulement un orage qui approchait, mais un tsunami qui emporterait tout sur son passage. Mon monde, ma certitude, mon amour. Tout allait être balayé, et je serais là, impuissant, à regarder les vagues engloutir la terre sous mes pieds. Elle avait dit que quelque chose manquait. C'était la dernière phrase qu'elle m'avait lancée avant que cette journée ne devienne l'épicentre d'un tremblement de terre qui allait dévaster tout mon paysage intérieur. Je la revois encore, ce soir-là, assise sur le canapé que nous avions choisi ensemble, les coussins moelleux écrasés par son poids, mais son regard était lointain, presque cristallin, comme si elle me voyait au travers. Nous venions de dîner, un plat simple qu'elle adorait, des lasagnes maison dont l'odeur de basilic flottait encore délicatement dans l'air, un parfum qui allait désormais à jamais me ramener à cet instant précis, à la saveur amère de l'agonie. Le silence, cette fois-ci, n'était pas notre complice habituel, rempli de nos pensées partagées et de la douce lassitude d'une journée de travail. Il était lourd, épais, un linceul invisible tissé de non-dits et de craintes sourdes. Je me souviens de la façon dont elle a posé sa tasse de thé sur la petite table basse, le tintement délicat de la céramique contre le bois résonnant comme un glas. Et puis elle a parlé, d'une voix étrangement détachée, presque clinique, comme si elle lisait un communiqué de presse. Elle a dit que nous étions différents, que nos chemins s'écartaient, que nos aspirations n'étaient plus les mêmes. Des phrases toutes faites, des clichés empruntés à des romans de gare, mais qui, prononcés par elle, prenaient la force dévastatrice d'un marteau frappant un miroir. Elle ne me regardait plus vraiment, ses yeux balayaient l'appartement, nos souvenirs murés dans chaque recoin, comme si elle en cherchait une dernière fois la valeur avant de les jeter aux oubliettes. Je sentais mon sang se glacer, une vague de froid intense partant de ma nuque pour s'étendre jusqu'à mes pieds, rendant mes membres lourds et cotonneux. Et puis, son regard s'est arrêté sur ma main, là où la bague de fiançailles brillait encore, un solitaire simple, choisi avec tant d'amour, de discussion, de rêves partagés. Un diamant modeste, mais qui symbolisait pour nous un engagement éternel, une promesse gravée dans nos âmes. Elle a soupiré, un souffle court qui s'est perdu dans l'air, puis a tendu sa main vers moi, ses doigts fins et élégants. Elle a saisi la bague, avec une lenteur calculée qui m'a glacé le sang, et d'un mouvement sec, presque violent, elle l'a arrachée. Je n'ai même pas eu le temps de réagir, de comprendre ce geste irrévocable. Le petit éclat de lumière du diamant a filé dans l'air, une étoile filante traversant mon univers, avant de s'écraser sur le parquet de bois clair avec un bruit sec et sinistre, comme un cœur qui se brise. C'était une déflagration silencieuse,
celle qui ne fait pas de bruit dans l'air mais qui pulvérise tout un monde à l'intérieur. Ces mots, ceux qui ont suivi, étaient des lames aiguisées, trempées dans le mépris et l'indifférence. Julien, tu n'es pas assez ambitieux. La première. Un coup de poignard. Tu te contentes de si peu, de cette petite vie tranquille, de ta routine. La deuxième, enfoncée plus profondément. Tu es un raté. La troisième, celle qui a atteint mon âme, la brisant en 1000 morceaux. Elle a dit ça, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, un mélange de déception froide et de dégoût à peine voilé. C'était la même femme que j'avais aimée pendant tant d'années, celle qui riait à mes blagues, qui partageait mes silences, qui me serrait dans ses bras chaque nuit. Mais ce n'était plus elle. C'était une étrangère, une statue de pierre, et ses paroles résonnaient en moi comme un écho funèbre, un chant funéraire pour l'homme que j'avais cru être. J'étais là, assis sur le fauteuil d'en face, la bague scintillante à mes pieds comme un reproche lumineux. Mes mains tremblaient, mais je ne pouvais pas les bouger. Mon corps entier était figé, paralysé par le choc, par l'ampleur de cette trahison qui venait de me frapper de plein fouet. L'air semblait s'être raréfié, chaque respiration était un effort, comme si mes poumons refusaient de travailler. Mon cœur, lui, battait à tout rompre, un tambour de guerre annonçant la fin d'une ère. Tu connais ce sentiment où le monde s'arrête de tourner, où le temps se dilate à l'infini et où chaque seconde est une éternité de souffrance? C'était exactement ça. Mon cœur en miettes, mon estime de moi-même éteinte, je n'étais plus qu'une coquille vide, un homme sans boussole, sans but. Elle s'est levée ensuite, avec la même grâce froide, à ramasser son sac, et à jeter un dernier regard sur moi. Un regard qui n'exprimait ni la pitié, ni la tendresse, juste une forme d'indifférence lassée. Elle a marmonné quelque chose sur un nouveau départ, sur le fait qu'elle méritait mieux, que nos chemins devaient se séparer pour que chacun puisse s'épanouir. Des mots creux, jetés dans le vide, qui ne faisaient qu'amplifier le vacarme de mon désespoir. Puis, elle a tourné les talons et a disparu derrière la porte, claquant derrière elle non seulement le bois massif mais aussi les fondations mêmes de ma vie. Le silence qui a suivi son départ était assourdissant, un rugissement dans mes oreilles, une absence déchirante qui emplissait chaque recoin de l'appartement, et de mon être. Je suis resté là, immobile, pendant ce qui a semblé être des heures, le regard fixé sur cette bague étincelante et dérisoire. L'objet le plus précieux de ma vie, devenu un simple morceau de métal et de pierre, jeté comme un déchet. J'ai connu les profondeurs de la douleur, une douleur physique, lancinante, qui serrait ma poitrine et me coupait le souffle. J'ai eu l'envie de tout abandonner, de me laisser sombrer dans ce puits sans fond de tristesse et de remords. À quoi bon? À quoi servait cette vie que j'avais bâtie avec tant d'efforts, tant d'amour, si elle pouvait être balayée en un instant par quelques mots cinglants? Les larmes sont venues ensuite, pas des sanglots bruyants, mais un filet silencieux, brûlant, qui creusait des sillons sur mes joues et salait mes lèvres. Elles coulaient sans fin, des larmes de détresse, de confusion, d'une solitude nouvelle et terrifiante. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard épais. Je me souviens de peu de choses, sinon d'une torpeur constante, d'une incapacité à fonctionner. Le goût des aliments avait disparu, le sommeil était une illusion brève et agitée peuplée de cauchemars. L'appartement, autrefois notre nid douillet, était devenu une prison silencieuse, chaque objet un rappel douloureux de son absence, de notre passé brisé. Ses affaires n'étaient plus là, emportées, laissant derrière elle un vide sidéral, comme une amputation. J'errais sans but, du lit au canapé, du canapé à la cuisine, mon corps se mouvant comme celui d'un automate, mon esprit plongé dans un abîme de désespoir. J'avais l'impression d'avoir été vidé de ma substance, que mon identité même était liée à la sienne et qu'elle m'avait été arrachée. N'as-tu jamais ressenti ce vertige, cette sensation de ne plus savoir qui tu es sans l'autre? C'est Marc, mon meilleur ami, qui m'a forcé à remonter à la surface. Il est venu un matin, sans prévenir, a trouvé la porte entrebâillée et est entré. Son visage s'est décomposé en me voyant, hirsute, les yeux cernés, le corps émacié. Il ne m'a pas posé de questions. Il m'a simplement écouté, pendant des heures, tandis que je vomissais ma douleur, ma colère, ma confusion. Il m'a apporté de quoi manger, m'a fait prendre une douche, m'a forcé à respirer. Et puis, un soir, alors que je regardais le vide par la fenêtre, sa voix est arrivée, douce mais ferme. Elle ne mérite pas tes larmes, Julien. Elle ne mérite pas que tu te laisses détruire. Ces mots ont été comme une petite étincelle, minuscule, fragile, mais présente au fond de ce désespoir écrasant. Non pas une étincelle d'amour ravivé,
mais de rage. Une rage froide, implacable, contre elle, contre moi-même d'avoir été si aveugle, si naïf. Une rage qui a commencé à brûler lentement, transformant ma peine en une détermination sombre. Je me suis souvenu de ces mots, « Tu n'es pas assez ambitieux, un raté ». Ces phrases n'étaient plus seulement des blessures, elles étaient devenues un moteur, un défi insupportable. Comment avait-elle pu me juger ainsi? Comment avait-elle pu jeter à la poubelle des années d'amour, de projets, de tendresse, sur la base d'une ambition que je n'avais jamais eu l'intention de cacher? C'est là, dans les profondeurs de mon abattement, que la graine de la revanche a germé. Non pas une vengeance mesquine, mais une soif ardente de prouver. De me prouver à moi-même, d'abord, que je n'étais pas ce « raté » qu'elle avait décrit. Et ensuite, peut-être, de lui prouver à elle aussi, que son jugement était erroné, que son manque de foi était sa propre perte. J'ai repensé à ma famille, à mes parents, à leur travail acharné et leur fierté silencieuse. Je me suis souvenu de mon propre parcours, de mes débuts modestes, des heures passées à apprendre, à me perfectionner. J'avais toujours été un bâtisseur, pas un destructeur. Et soudain, cette image de moi-même, que Chloé avait tenté de briser, a commencé à se reformer, plus dure, plus solide, nourrie par une colère froide qui avait supplanté la douleur. N'as-tu jamais ressenti ce besoin viscéral de prouver ta valeur, même à ceux qui t'ont détruit? Ce désir ardent de leur montrer qu'ils se sont trompés, que leur jugement n'était qu'une ombre, et que la lumière, la véritable lumière, réside en toi, dans ta capacité à te relever? C'était ça, mon nouveau carburant. Les larmes ont séché, remplacées par une résolution de granit. Le corps affaibli s'est redressé, l'esprit embrumé s'est éclairci. Il était temps de reconstruire, non pas sur les cendres du passé, mais sur les fondations d'une nouvelle ambition, une ambition forgée dans le feu de la trahison. L'année qui a suivi fut un marathon, un long chemin de croix qui s'est transformé, sans que je le sache encore, en une forge brûlante où mon être tout entier a été refondu. Je me souviens des premiers jours, ce vide sidéral après le départ de Chloé, l'écho de ses pas qui résonnait dans les pièces désormais trop grandes de notre appartement, autrefois si douillet. La solitude s'est d'abord présentée comme une bête sauvage et dévorante, me rongeant de l'intérieur, me laissant pantelant sur le canapé, le regard perdu dans le plafond. Les murs semblaient respirer l'absence, chaque objet, chaque recoin me ramenant à un souvenir heureux, maintenant empoisonné. Qui n'a jamais senti le poids suffocant du silence après le fracas d'une rupture, quand l'air même de la maison semble s'être vidé de son oxygène? J'ai vécu des jours de brouillard, des nuits sans sommeil, où le seul réconfort était l'épuisement qui finissait par me faire sombrer dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars où Chloé me quittait encore et encore, ces mots glaçants gravés sur ma peau. Mais le corps, le cœur, l'esprit, finissent par se défendre. La rage que Marc avait semée en moi, cette petite graine de défi, a commencé à germer dans ce terreau de désolation. Elle a piqué, comme une ortie, à chaque fois que la dépression menaçait de m'engloutir. Je me suis dit que je ne pouvais pas la laisser gagner, que je ne pouvais pas devenir cette image de « raté » qu'elle avait projetée sur moi. Cette douleur, ce sentiment d'injustice, a commencé à se transformer en un moteur implacable. C'est fou comme la douleur peut être un moteur puissant, n'est-ce pas? Une force brute, primaire, qui vous pousse à vous relever quand tout votre être ne désire qu'une chose, rester à terre, écrasé. Alors, j'ai embrassé la solitude, non plus comme une prison, mais comme un laboratoire. Un cocon protecteur où je pouvais me reconstruire sans le regard des autres, sans la pitié qui se lit parfois dans les yeux de ceux qui vous aiment. J'ai transformé le chagrin en carburant, chaque larme sèche en une étincelle de volonté. Mes journées ont pris un rythme nouveau, monstrueux. Je me levais avant l'aube, quand le ciel était encore d'un bleu d'encre, et je me couchais bien après minuit. Mon appartement est devenu mon bureau, ma salle de sport improvisée, mon refuge et mon champ de bataille. Le parfum du café noir, si fort qu'il en piquait les narines, est devenu mon compagnon constant. J'ai commencé par dévorer des livres, des articles en ligne, des tutoriels, tout ce qui pouvait m'apporter une connaissance nouvelle, une compétence manquante. Mon domaine de prédilection, le développement logiciel, est vite apparu comme une base solide, mais j'ai compris que pour Chloé, l'ambition ne se mesurait pas seulement à la maîtrise technique. Elle se mesurait à l'impact, à la vision, au chiffre d'affaires. Il fallait que j'apprenne les rouages du monde des affaires, la stratégie, la négociation, le marketing ou ironiquement, le domaine même de Chloé. J'ai investi mes maigres économies dans des cours en ligne, des formations intensives. Je me suis plongé dans des études de cas complexes,
des histoires de startups qui avaient transformé une idée embryonnaire en un géant industriel. Chaque soir, après ma journée de travail, je passais des heures devant mon écran, les yeux brûlants, l'esprit en ébullition. J'expérimentais, je codais, je construisais de petits projets prototypes, des outils, des applications, pour tester mes nouvelles connaissances. La faim de savoir était insatiable, elle comblait le vide laissé par Chloé. Chaque ligne de code que j'écrivais, chaque stratégie commerciale que j'étudiais, était une brique que j'ajoutais à l'édifice de ma nouvelle identité. C'était une quête de ma propre valeur, une affirmation silencieuse que je n'étais pas ce « raté » qu'elle avait dépeint, mais un homme capable de se réinventer, de se dépasser. Au-delà des compétences techniques et commerciales, j'ai aussi réalisé l'importance du réseau, des contacts humains. Marc, mon ami indéfectible, fut ma première porte d'entrée. Il m'a traîné à des meet-up professionnels, des conférences tech où je me sentais initialement comme un poisson hors de l'eau. Au début, j'étais maladroit, renfermé, portant encore les cicatrices invisibles de ma rupture. Mais la persévérance paie. J'ai commencé à échanger avec des gens, à poser des questions, à écouter attentivement. C'est lors d'une de ces soirées, dans le brouhaha d'un hall de conférence, que j'ai rencontré Madame Dubois. Elle était une figure respectée dans le monde de la tech lyonnaise, une femme d'une soixantaine d'années à l'intelligence acérée et au regard perçant. Je me souviens de notre première conversation, j'étais venu lui présenter, timidement, une ébauche de ma vision, un logiciel innovant pour optimiser la gestion des stocks dans les petites et moyennes entreprises, un secteur souvent négligé par les grands acteurs. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son regard scrutant le mien, cherchant quelque chose au-delà des mots. Puis, elle a souri. Un sourire qui n'était pas celui de la pitié, mais celui de la reconnaissance. Elle a vu en moi non pas un homme brisé, mais un potentiel brut, une détermination farouche. « Vous avez la flamme, Julien », m'a-t-elle dit avec une voix grave, et c'est plus rare que n'importe quel diplôme. Ces mots ont été comme un baume sur mes blessures, une validation que je n'avais pas cherchée, mais que j'ai accueillie avec une gratitude infinie. Elle est devenue mon mentor, une source de conseils inestimables, une boussole dans ce labyrinthe qu'est le monde des affaires. Elle m'a ouvert des portes, m'a présenté à d'autres investisseurs, à des partenaires potentiels. Elle m'a appris à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités déguisées, à transformer mes peurs en force motrice. Chaque étape de la construction de mon entreprise a été une bataille. Les nuits sans sommeil à peaufiner mon code, les rejets initiaux, les doutes qui venaient me hanter au milieu de la nuit, me murmurant que j'étais en train de me prendre pour un autre, que Chloé avait raison. Mais ces fantômes du passé, loin de me paralyser, m'ont aiguillonné. Je me suis souvenu de ce sentiment d'humiliation, des regards de Chloé, de ces mots qui résonnaient comme une sentence. Ce n'était plus seulement une quête de revanche, mais une course pour ma propre survie, pour prouver que ma valeur ne dépendait pas de la perception de quelqu'un d'autre, mais de mes actions, de ma capacité à construire, à innover. J'ai lancé mon premier produit, un MVP, un minimum viable product, comme on dit dans le jargon. C'était une version épurée de mon logiciel de gestion de stock, mais fonctionnelle. Mes premiers clients sont venus par le bouche à oreille, puis grâce à la visibilité que Madame Dubois m'a aidé à obtenir. Chaque contrat signé était une petite victoire, chaque retour positif un souffle d'air frais dans la fournaise de mon travail acharné. L'argent n'était pas la motivation première au début, c'était la validation, le sentiment de bâtir quelque chose de concret, de créer de la valeur. Mais l'entreprise grandissait, les profits suivaient, et avec eux, la capacité d'embaucher mes premières recrues, de louer un petit bureau, de donner corps à ce qui n'était qu'un rêve amer un an auparavant. Chaque fois que je signais un chèque, que je voyais la liste de mes employés s'allonger, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces mots, à ce jugement sans appel. Avait-elle seulement imaginé que le « raté » qu'elle avait laissé derrière elle pouvait un jour se transformer en ça? Connais-tu ce sentiment où la douleur, la trahison, deviennent les fondations les plus solides de ta réussite? Où les cendres du passé fertilisent le sol de ton avenir? Le jour de la réunion générale. Ce nom résonnait en moi comme le gong d'un vieux combat, d'un duel silencieux dont j'étais à la fois le combattant et l'arbitre. Un an s'était écoulé depuis le jour où j'avais ramassé une bague et les débris de mon cœur, et chaque seconde de cette année avait été une pierre ajoutée à l'édifice de ce moment. La date était fixée, les documents signés, le rachat de l'entreprise où Chloé travaillait était scellé. Mon ascension, ma revanche, mon affirmation. Pourtant, en ce matin gris de fin d'automne, alors que je nouais ma cravate devant le miroir, le reflet que je voyais était étrange. Ce n'était plus le Julien blessé,
mais pas encore tout à fait le Julien triomphant. C'était un homme en suspension, entre deux mondes, entre deux versions de lui-même, et une question lancinante me vrillait l'esprit, la victoire aurait-elle le goût amer que j'anticipais? J'ai emprunté le chemin qui menait au siège de la désormais *ma* nouvelle acquisition, un bâtiment de verre et d'acier qui, il y a encore peu, symbolisait le genre de réussite que Chloé m'avait reproché de ne pas avoir. Les rues étaient humides, le ciel bas, et chaque pas me rapprochait d'une conclusion que j'avais si ardemment désirée, mais dont je craignais subitement l'impact. Mon cœur battait la chamade, non pas d'excitation pure, mais d'un mélange complexe d'appréhension et d'une curiosité presque scientifique sur la réaction de mon ancien monde. N'est-ce pas fascinant, cette façon dont nos espoirs les plus fous peuvent parfois se teinter d'une mélancolie inattendue au moment de leur réalisation? J'avais l'impression d'être un funambule, avançant sur un fil tendu au-dessus de mes propres émotions, et la chute, quelle qu'elle soit, promettait d'être retentissante. La salle de réunion était vaste, lumineuse, avec une grande table ovale en bois foncé où une quinzaine de personnes étaient déjà installées, des cadres supérieurs que je reconnaissais pour la plupart de mes recherches approfondies sur la société. L'air était chargé d'une attente palpable, d'une curiosité mêlée d'un certain scepticisme vis-à-vis du « jeune loup » qui s'apprêtait à prendre les rênes. Mes yeux ont balayé l'assemblée et, là, à ma gauche, un peu en retrait, elle était là. Chloé. Elle était assise droite, un tailleur impeccable, ses cheveux d'un blond parfait retombant sur ses épaules. Elle tenait un stylo entre ses doigts fins, le regard concentré sur des notes qu'elle semblait parcourir. Elle n'avait pas encore levé les yeux vers moi, et pour un instant, elle était juste Chloé, l'employée modèle, l'ambitieuse consultante marketing. Le temps semblait s'être arrêté, suspendu dans cette bulle avant l'explosion. J'ai inspiré profondément, sentant le poids de l'année passée sur mes épaules, la somme de mes sacrifices et de mes victoires discrètes qui culminaient dans cette pièce. J'ai pris place au bout de la table, le point focal de tous les regards. Mon conseiller juridique, un homme d'une cinquantaine d'années au flegme inébranlable, a débuté la réunion par les formalités habituelles, la présentation de l'acquisition, les aspects légaux. Chaque mot semblait traîner en longueur, une torture délicieuse pour mon esprit fiévreux. Puis, est venu mon tour. J'ai senti le micro froid sous mes doigts, ma voix, étonnamment stable, résonnant dans la pièce. J'ai parlé de ma vision pour l'entreprise, de mes plans de croissance, des synergies que j'espérais créer. Mon regard a glissé vers Chloé. Elle m'écoutait attentivement, un léger froncement de sourcils, semblant analyser mes propos avec professionnalisme, sans la moindre trace de reconnaissance ou de souvenir. Elle n'avait pas encore compris, n'est-ce pas le plus étonnant? Comme si le passé, notre passé, n'existait plus. Le moment est venu de prononcer les mots. Les mots qui changeraient tout, pour elle, pour moi. Et enfin, ai-je dit, ma voix légèrement plus posée, je tiens à me présenter officiellement en tant que le nouveau propriétaire et PDG de cette entreprise. Mon nom est Julien Dumas. Le silence qui a suivi était assourdissant, un gouffre d'air immobile dans la pièce. Les visages autour de la table se sont figés, certains avec une surprise polie, d'autres avec une curiosité accrue. Mais c'est le visage de Chloé que je cherchais. Lentement, ses yeux se sont levés de ses notes, un léger flottement dans son regard avant qu'il ne croise les miens. Et là, c'est arrivé. La décomposition. Ce n'était pas une explosion dramatique, mais une implosion silencieuse, un masque qui se fissure, cellule après cellule. D'abord, il y a eu l'incompréhension, ce léger plissement des sourcils, comme si elle n'avait pas bien entendu. Puis, la reconnaissance, un flash dans ses yeux qui a fait naître une étincelle, fugace et incertaine. Puis, le choc pur. La couleur a lentement fui son visage, laissant une pâleur crayeuse. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, son stylo a glissé de ses doigts pour atterrir sur la table avec un bruit sec qui, dans le silence tendu, a semblé résonner comme un coup de fusil. Ses épaules se sont imperceptiblement affaissées. Ses yeux, d'abord écarquillés par la surprise, se sont remplis d'une compréhension glaciale, puis d'une pointe de regret amer, indéfinissable, presque honteuse. C'était comme si un miroir, le miroir de notre passé, de ses mots, de son jugement, venait de lui être tendu, sans pitié, reflétant crûment la situation. Ses propres paroles, « Tu n'es pas assez ambitieux, tu es un raté », devaient résonner dans sa tête avec une cruauté que je n'avais pas eu besoin d'exprimer. J'ai maintenu son regard, sans un mot, sans un sourire triomphant. J'attendais de voir. J'attendais de ressentir. Qu'aurais-tu fait à ma place, spectateur? Aurais-tu savouré chaque miette de ce moment?
Aurais-tu jubilé face à cette humiliation muette? Moi, je n'ai ressenti qu'un triomphe amer. Pas la douceur de la revanche que j'avais fantasmée, non. Plutôt un vide, une absence. C'était comme gravir une montagne immense, atteindre le sommet sous une tempête, et se rendre compte qu'au-delà de la satisfaction de l'exploit, le paysage n'est pas aussi majestueux que tu l'avais imaginé. La douleur qu'elle m'avait infligée était profonde, mais le fait de la voir si démunie devant moi ne la guérissait pas. Cela ne faisait qu'accentuer la réalisation que la personne qui se tenait devant moi n'était plus celle que j'avais aimée, ni celle que j'avais détestée, mais juste une femme, parmi d'autres, une employée dans mon empire naissant. La réunion s'est poursuivie, mais l'atmosphère avait changé. L'énergie avait basculé. Chloé a gardé la tête baissée, son visage caché derrière une cascade de cheveux blonds, essayant de retrouver une contenance. Le reste de l'équipe, percevant la tension, a évité tout regard direct vers elle, se concentrant sur les présentations et les chiffres. Chaque fois que je devais m'adresser à un département où Chloé avait une responsabilité, je l'ai fait de manière professionnelle, sans la nommer personnellement, sans un signe particulier. C'était une danse macabre de protocole, une chorégraphie silencieuse de pouvoir et de souvenirs. Mais au fond de moi, je savais que la véritable danse était terminée. Une fois la réunion levée, les cadres ont commencé à se disperser, certains venant me serrer la main, d'autres évitant mon regard, incertains de la nouvelle dynamique. Chloé, elle, est restée assise, comme clouée à sa chaise, ramassant ses affaires avec une lenteur exagérée, espérant sans doute que je partirais avant elle. Mais je ne suis pas parti. J'ai attendu que la salle se vide, jusqu'à ce qu'il ne reste que nous deux, entourés du lourd silence des chaises vides. Je l'ai observée. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a juste rassemblé ses dossiers, sans un mot, sans un geste. Et moi, je n'avais rien à dire non plus. Les mots avaient été dits il y a un an, et nos actions avaient parlé depuis. La véritable ambition, je l'ai compris ce jour-là, n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Non. Elle est de se prouver à soi-même que l'on est capable de se relever, de se transformer, de devenir plus fort que les coups portés. La soif de revanche, aussi puissante soit-elle, est un moteur qui s'épuise, laissant parfois un arrière-goût de cendre. La vraie satisfaction, elle, réside dans la réalisation de son propre potentiel, dans la découverte d'une force insoupçonnée, d'une résilience forgée dans le feu de l'adversité. Mon chemin n'avait pas été pavé d'or, mais de sueur, de doute, et de cette rage silencieuse qui m'avait poussé à avancer. J'avais transformé la douleur en carburant, la trahison en fondation, et l'humiliation en détermination. Est-ce que tu connais ce sentiment, où le sol se dérobe sous tes pieds, pour ensuite te forcer à apprendre à voler? Le bonheur, ce n'était pas non plus dans cette entreprise que je venais d'acquérir, ni dans le statut de PDG. C'était une illusion, une quête sans fin si l'on ne regarde que l'extérieur. Non, le bonheur, je l'ai retrouvé dans les petites victoires quotidiennes, dans le regard bienveillant de Marc, dans les conseils de Madame Dubois, dans la fierté de bâtir quelque chose de mes propres mains, de ma propre vision. C'est en me prouvant ma valeur à moi-même, en retrouvant mon intégrité et ma confiance en mes capacités, que j'ai commencé à le sentir à nouveau, ce bonheur simple, authentique. Ce n'est pas la taille de ton portefeuille qui le mesure, mais la profondeur de ton âme, la paix que tu trouves en toi. J'avais cherché une justification extérieure, une validation, mais la seule qui comptait était celle que je pouvais me donner. Les jours qui ont suivi la réunion ont été étranges. Chloé est restée au sein de l'entreprise, son poste nécessitant sa présence pour la transition. Nos interactions étaient purement professionnelles, polies, mais froides comme un hiver sans neige. Je la croisais dans les couloirs, et nos regards se fuyaient, ou alors elle me regardait avec une intensité que je ne pouvais déchiffrer. Un mélange de respect forcé, de gêne, et peut-être, juste peut-être, d'une pointe de regret que je ne cherchais plus à analyser. J'avais enfin le pouvoir, le succès, la revanche, mais la douceur de l'accomplissement était mêlée à la conscience que cela ne ramenait pas le passé, ni ne guérissait complètement les blessures. La liberté, finalement, n'était pas de dominer, mais de se libérer de l'emprise de cette histoire. De laisser les fantômes derrière soi, de pardonner, non pas pour l'autre, mais pour soi-même. Pour avancer sans ce poids écrasant. Cette histoire, la mienne, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui d'entre nous. Il suffit d'un instant, d'une décision, d'un mot, pour que tout bascule. Que ce soit la trahison d'un être cher, la perte d'un emploi, ou un revers inattendu, nous sommes tous confrontés à des moments qui nous brisent, nous poussent dans nos retranchements. Mais ce sont dans ces moments de fracture que se révèle notre véritable force.
c'est la capacité à puiser au plus profond de soi, à transformer la peine en moteur, le doute en détermination, qui forge notre chemin. La vie n'est pas un conte de fées, mais un voyage semé d'embûches, où chaque cicatrice raconte une histoire de résilience. Alors, si tu te trouves toi aussi au bord d'un précipice, n'oublie pas que parfois, ce n'est pas une chute, mais un tremplin. Qu'est-ce que ton histoire t'a appris? Quels sont les fantômes que tu as dû affronter, et comment t'en es-tu sorti? Partage tes réflexions dans les commentaires, car chaque parcours est une leçon, une lumière pour les autres. Abonne-toi à la chaîne si tu as ressenti le poids de mes mots, si mon histoire a trouvé un écho en toi. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que même dans la trahison la plus amère, il y a toujours une opportunité de renaître, plus fort, plus sage, plus libre.